Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'été, le cocktail 28 minutes bruisse dans les verres. Venez donc vous désaltérer et regardez un peu qui vous accueille, la belle équipe de 28 minutes. Bien le bonsoir, chers amis. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité du jour, c'est bien sûr la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche qui a commencé il y a un peu plus d'une heure avec ces mots du président ukrainien. Thank you very much for your efforts. Personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. We need to stop this war to stop Russia, and we need support American and European partners. Alors Volodymyr Zelensky n'est pas seul à Washington, puisque 7 leaders européens sont sur place pour l'épauler. Mais que faut-il attendre de cette journée diplomatique à la Maison-Blanche? Donald Trump est-il prêt à céder à Vladimir Poutine ou les Européens peuvent-ils le convaincre de continuer à soutenir Kiev? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ont tout donné durant le pont du 15 août, Jokari, plage, karaoké, épuisant. Et attendez, chronique bien sûr. Bonsoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir. Alors au programme ce soir, Quentin. Eh bien, hier, symbole du sexisme, aujourd'hui, icône féministe. C'est le grand paradoxe de Barbie. La célèbre poupée est au cœur d'une nouvelle polémique en France depuis quelques jours. Entre succès, critique et censure, je vous raconte son histoire en fin d'émission. Et vous, Marjorie? On verra que la Floride fait face à une invasion de pitons. Pour réduire leur nombre, elle a décidé de mettre en place une méthode, un projet controversé, la chasse annuelle aux pitons, justement. Eh bien, on vous retrouve en fin d'émission. C'est une phrase qu'on a tous prononcée en ouvrant notre armoire à pharmacie. Mais à quoi il sert déjà ce médicament? Nos logis débordent de pilules, sirops et gélules, presque une vraie passion française. Malgré certains scandales, les médocs restent au cœur de nos vies. Une relation avec laquelle on a du mal à prendre de la distance. Pharmacopholie, tel est le titre du livre d'Hervé Javelot pour décrire ce phénomène. Et on en parle tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Hervé Javelot. Bonsoir. Alors vous êtes pharmacien, docteur en neurosciences. Votre livre Pharmacopholie, médicaments et société est publié chez Humaine Sciences. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Alors Hervé Javelot, vous dites dans ce livre que le médicament, c'est un peu comme la musique. Finalement, il y a des modes, même pour le médicament. Et on pense aux psychédéliques, par exemple, qui reviennent à la mode, comme par exemple le LSD. On parle même des vertus du LSD aujourd'hui. Pourquoi ça? Oui, les psychédéliques qui caractérisent un petit peu ces effets de mode, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, il y a eu des découvertes qui se sont échelonnées sur quelques décennies. Mais malgré tout, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été des substances qui ont fasciné. Elles ont été associées au milieu récréatif. Et puis, elles sont tombées dans l'oubli aussi parce qu'on a favorisé un peu cela. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont tellement été associées finalement au milieu récréatif qu'on en a fait des drogues, finalement, des substances, on pourrait dire, indésirables. Et on les a chassées un petit peu de nos pharmacopées. Et puis, là, depuis quelques années, on pourrait dire pratiquement 15 ans maintenant, elles reviennent sur le devant de la scène comme des stratégies médicamenteuses potentiellement désirables. On va parler de tout ça dans un instant, mais sachez-le, avant ça, Hervé Javelot, vous avez le profil idéal pour être l'invité de cette émission. Et vous, figurez-vous, et pour nous expliquer justement quelle relation on a avec nos médicaments, et on voit ça tout de suite avec Olivier Boucreux. Hervé Javelot, vous êtes docteur en pharmacie et psychopharmacologue. Avec Pharmacopholie, vous racontez les 1001 vies du médicament. Pour nous délivrer une bonne dose d'esprit critique sans ordonnance, vous avez le profil idéal. Comme vous savez, le QT, c'est ce qu'on retrouve sur notre ECG. Le CG, on va avoir nos différentes ondes PQRST. Et donc, on a notre intervalle QT qui nous intéresse particulièrement. Formé à Nancy à ce langage étrange pour nous, novices, passé ensuite par l'INSERM et l'hôpital, vous savez aussi vulgariser la pharmacologie et délivrer ses secrets. Vous rappelez dans votre livre la très longue histoire du médicament, présent dès qu'il y a civilisation, et ses symboles comme le serpent d'Asclépios, capable de guérir ou d'empoisonner. Des camomilles mâchées par l'homme de Néandertal aux psychobiotiques explorés aujourd'hui, vous montrez que le médicament accompagne l'humanité depuis ses origines. Vous racontez ses découvertes heureuses, telles l'iproniazide, devenu par hasard le premier antidépresseur, et ses naufrages, comme celui du Mediator. Un médicament dangereux, au moins 500 personnes ont succombé à ses effets indésirables. C'est ce que les autorités sanitaires ont confirmé aujourd'hui. Vous déroulez un récit où l'âge d'or du médicament, ces décennies d'après-guerre où tout semblait possible, annonce la surconsommation occidentale ou la tentation transhumaniste.
Vous critiquez aussi les priorités mondiales, cherchez à rendre mieux ceux qui vont déjà bien, plutôt que de lutter d'abord contre le sida ou le paludisme. Vous alertez aussi sur les influenceurs de TikTok, ces prescripteurs autoproclamés. Dernièrement, j'étais vraiment congestionnée, donc j'ai décidé d'essayer le truc de mettre des gousses d'ail dans mes narines. Capables de donner des conseils médicaux sans aucune qualification. Vous plaidez pour une ère de déprescription, acceptez qu'un rendez-vous médical se conclue par des conseils, une écoute, un temps partagé plutôt qu'une ordonnance. Car pour vous, le médicament ne soigne pas seulement un symptôme, il dialogue aussi avec nos peurs les plus profondes. C'est un objet symbolique de nos angoisses de mort et, à travers lui, le rêve de repousser la fin, même si c'est très utopique. Voilà Hervé Javelot. Alors dans votre livre Pharmacophilie, médicaments et société, on apprend une chose, c'est que le médicament n'est pas le propre de l'homme. Il paraît que, vous le dites, que le chimpanzé est un très bon pharmacien. Oui, en fait, alors c'est pas que le chimpanzé. En réalité, c'est le monde animal dans son ensemble, en fait, qui a recours à des stratégies médicamenteuses. Les chimpanzés, pour revenir à eux, effectivement, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, à la saison des pluies, qui sont des saisons qui vont les exposer, par exemple, à des infections parasitaires, on se rend compte qu'ils vont avoir recours à des stratégies dont on se rend compte en les étudiant secondairement quelles sont des stratégies médicamenteuses. On peut difficilement parler du médicament sans parler de scandale. Vous en rappelez quelques-uns dans votre livre, les années 50, 60, avec ces enfants thalidomide, ces enfants phoques, les enfants aussi d'Istilben. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, nous raconter un peu en quelques mots qui étaient ces enfants ? Alors, pour revenir sur ces deux scandales, en fait, le thalidomide, donc c'est un médicament qui est utilisé au départ dans des indications qui sont banales. Pour juste resituer, vous aviez par exemple le Contergan, qui était simplement un médicament pour lutter contre les insomnies. Et puis, ce qui se produit quelquefois, c'est qu'il y a un dépassement d'utilisation. On va l'utiliser, des médecins vont l'expérimenter finalement pour lutter contre les nausées que peuvent connaître les femmes enceintes. Et en fait, c'est secondairement qu'on va se rendre compte de ces terribles incidences, c'est-à-dire en fait des effets, ce qu'on va appeler les phocomélies ou les amélies, c'est-à-dire en fait des enfants qui vont naître sans membres ou avec des membres tronqués. Et puis dans le cas du diéthylstilbestrol, là c'est ce qu'on a appelé le scandale du DES, de l'acronyme. Et bien là c'était quelque chose finalement qui a été dramatique aussi sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'en fait ce médicament il était utilisé pour lutter contre les fausses couches. On pensait qu'elles étaient essentiellement d'origine hormonale. Et en fait ce traitement c'est un œstrogène de synthèse. Et en fait on l'a utilisé pour lutter donc contre ces contextes-là. Et c'est secondairement qu'on s'est rendu compte que non pas les patientes étaient directement concernées, elles n'avaient pas d'augmentation par exemple de cancer, mais que c'était les filles, puis les petites filles, mais aussi les garçons, puis les petits garçons, enfin les petits enfants. En fait, donc une génération puis deux générations qui avaient des conséquences en termes de malformation et en termes de cancer. On a évoqué à l'instant les effets de mode, mais il y a aussi des best-sellers comme l'Ozempic, ce médicament pour maigrir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques d'excès dans nos consommations ? Si, en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que quand il y a, on va dire, une focalisation sur une nouveauté, il y a toujours en creux cette inquiétude de se dire, finalement, est-ce qu'on ne va pas aller vers une dérive ? Et typiquement, l'Ozempic peut incarner cela aussi, même si pour l'instant, encore une fois, on va dire, les signaux sont ouverts, puisqu'en fait, on a affaire à une molécule qui est avantageuse, elle fait perdre du poids, elle permet de lutter contre le fléau de l'obésité, notamment aux États-Unis. Mais ce qui inquiète toujours, c'est de voir quand il y a un espèce de dépassement du cadre initial. C'est-à-dire qu'on a des médicaments qui sont fléchés vers une indication, par exemple l'obésité, mais on voit que subitement, il y a des démultiplications. Et aujourd'hui, on a une particularité, c'est les réseaux sociaux qui peuvent amplifier les choses. Et l'Ozempic, par exemple, est un très bon exemple. On se souvient d'Elon Musk qui avait posé en Père Noël et qui disait qu'il était un Père Noël sous Ozempic. Donc on voit que quand on a des personnalités comme ça qui relaient sur les réseaux, bien sûr, ça peut donner des idées à beaucoup de gens. Le drame là-dedans, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas d'obésité, pas de diabète, et qui en viennent à l'utiliser juste pour perdre un peu de poids. Voilà, à propos des réseaux sociaux, vous parlez de prescription TikTok, même, c'est ce que vous utilisez dans votre livre. Alors, il y a une expression qui s'est répandue alors, dans les milieux complotistes, mais pas que, chez un peu aussi monsieur et madame tout le monde, c'est l'expression Big Pharma. Vous la connaissez bien, cette expression, comme quoi, finalement, un lobby de pharmaciens et de médecine et de laboratoires dirigerait des pays. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression ? Est-ce qu'il y a une part de vrai dans cette expression ? C'est malheureusement, on pourrait dire, c'est tout le drame à chaque fois des penchants complotistes. C'est qu'ils sont bien sûr dans leur démesure injustifiée et en même temps, ils se nourrissent de réalité. Oui. La réalité de Big Pharma, si on veut caricaturer les choses, c'est vrai que le poids de l'industrie pharmaceutique est très conséquent, que les médications qu'ils proposent envahissent finalement nos quotidiens et nos vies. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une nécessité face à cette représentation d'un monde industriel puissant, notamment par ses aspects financiers, d'avoir des systèmes, on va dire, d'organisation étatique, des représentants, comme par exemple notre agence du médicament, la NSM, qui puissent veiller en toutes circonstances à ce qu'il n'y ait pas de dévoiement, on va dire, de dépassement de fonctions et que chacun reste à sa place. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup des médicaments. On va voir avec vous, Natacha, qu'on est dans un contexte où le gouvernement cherche à faire des économies, à freiner les dépenses de l'assurance maladie et les médicaments vont
être impactés. Oui, on l'a vu déjà ce week-end avec une grève massive des pharmaciens. On pouvait lire sur les devantures, votre pharmacie ferme un jour pour ne pas fermer pour toujours. 90% des officines françaises ont baissé leur rideau ce samedi. Elles dénoncent la hausse du prix d'achat des médicaments génériques qui constituent un pilier de leur modèle économique. Et puis du côté des patients, les médicaments risquent également d'être moins bien remboursés avec notamment l'augmentation de la franchise annuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une boîte, on met 1 euro de notre poche avec un plafond qui ne peut pas dépasser 50 € par an. Le gouvernement envisage de doubler ces deux sommes. Selon la ministre Catherine Vautrin, cette mesure est censée responsabiliser les patients en rendant ainsi visible le coût de la santé. Du côté des hôpitaux aussi, ils sont aussi appelés à faire des économies en optimisant par exemple leur achat de médicaments. Alors vous, Hervé Javelot, qui êtes pour la déprescription, qu'est-ce que vous pensez de ce plan d'économie? Comment vous regardez ça? Avec beaucoup d'inquiétude, c'est-à-dire que ce qu'on voit par rapport à ça, c'est la menace concrète. Je ne voudrais pas parler à la place de mes collègues officinaux, moi je suis pharmacien hospitalier, mais malgré tout, la menace de ce tissu économique que portent les pharmacies d'officine, dans un contexte, il faut quand même le rappeler, où on a des déserts médicaux, c'est potentiellement l'appauvrissement de tout le tissu sanitaire au niveau national, les pharmacies, les médecins, et quand on appauvrit, on va dire, respectivement ces deux domaines-là, soit par des carences de personnel qui peuvent effectuer leurs tâches dans le quotidien, soit parce que des pharmacies d'officine ne peuvent plus survivre, c'est bien sûr la santé dans son ensemble des Français qui risquent d'en pâtir. On a cette sensation quand on lit votre livre quand même qui frappe beaucoup, vous parlez du placebo, et on apprend quand même que parfois le placebo, ça marche. Oui, c'est ce qui est toujours très étonnant, oui. Oui, c'est assez étonnant, et quand même... Le placebo, donc un médicament qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'on fait croire au patient qu'on lui donne le médicament, en fait c'est autre chose, c'est rien du tout, et pour autant certains vont guérir. Exactement. Alors en fait le placebo, il est, on pourrait dire, doublement magique. Le premier axe par lequel il est magique, c'est qu'effectivement quand on le donne à l'insu du patient, le patient ne sait pas qu'il reçoit une substance qui est inactive et ça peut lui être profitable. Vous aviez des anciennes données des années 50, de 1955, qui avaient montré qu'en gros on pourrait avoir 35% d'effets placebo, donc c'est-à-dire un tiers des effets qui pourraient être attribués au placebo, ce qui est déjà extrêmement conséquent. Mais ce dont on se rend compte par des expérimentations plus récentes, c'est qu'en réalité, le placebo peut fonctionner aussi en ouvert. C'est-à-dire que quand on dit à la personne, vous recevez un placebo, vous recevez une substance inerte, cela fonctionne mieux que de ne rien donner du tout. Autrement dit, notre cerveau va se mentir en étant consentant. D'accord. Et alors, donc aujourd'hui, on peut le dire, quand un pharmacien nous dit toujours, voilà, j'ai le générique, je n'ai pas celui qu'on vous a prescrit, c'est toujours ça, il est obligé de le dire ou pas ? Disons qu'il y a un principe d'honnêteté qui veut qu'on annonce, qu'on explique effectivement les choses. Maintenant, c'est vrai qu'il faut toujours se questionner sur, vous savez qu'il y a l'effet miroir, l'effet contraire de l'effet placebo, qui est l'effet nocebo. C'est-à-dire, en fait, c'est neutre, mais ça peut conduire à des effets délétères malgré tout. Et associé à ce qu'on appelle le placebo, il y a l'effet placebo, donc on peut avoir l'effet nocebo aussi. Autrement dit, quand on insiste trop en me disant c'est un médicament générique, c'est une copie, potentiellement il coûte moins cher, on ne sait jamais si cette démarche-là ne va pas ancré dans l'imaginaire de la personne, ce qui pourrait être les germes d'un effet nocebo, donc de quelque chose de contre-productif. Bien voilà pourquoi c'est passionnant de s'intéresser aussi aux médicaments. Merci beaucoup Hervé Javelot, Pharmacopholie, médicaments et société, publié chez Humaniscience. Merci beaucoup d'être passé ce soir par 28 minutes. Allez, passons à notre débat. Second round, après leur rencontre du mois de février à la Maison-Blanche, qui avait tourné à la dispute entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, les deux présidents se retrouvent aujourd'hui au même endroit. 7 leaders européens, dont le président français et le chancelier allemand, accompagnent le chef d'État ukrainien à Washington. Mais pour quels résultats pourront-ils faire infléchir un Donald Trump de plus en plus séduit par une paix immédiate favorable à la Russie? L'Europe peut-elle sauver l'Ukraine d'un destin tragique? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Ces deux-là ne s'étaient pas vus depuis 6 mois. Retrouvailles Trump-Zelensky à la Maison-Blanche aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette guerre et stopper la Russie. Nous avons besoin d'être soutenus par les Américains comme par nos partenaires européens. Sermonné vertement devant les caméras en février dernier, le président ukrainien n'est pas venu seul cette fois-ci. Le français Emmanuel Macron, l'allemand Friedrich Merz, le britannique Keir Starmer, l'italienne Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ont aussi fait le déplacement jusqu'à Washington. Une image symbolique, celle d'Européens qui font front commun pour freiner le nouveau rapprochement russo-américain. 3 jours plus tôt en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ont devisé de l'avenir de l'Ukraine.
Nous avons eu un entretien extrêmement constructif. Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux points. D'autres n'ont pas trouvé d'accord, dont un en particulier. Le plus important sans doute, mais nous avons de grandes chances d'y arriver. Des déclarations évasives, conciliantes. Il semble bien loin le temps où Donald Trump fixait un ultimatum de 50 jours ramené à 10 pour un cessez-le-feu en Ukraine. C'était le mois dernier. Il menaçait alors Moscou de sanctions très graves. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, Vladimir Poutine sort renforcé de cette entrevue. Nous partons du principe que Kiev et les capitales européennes prendront tout cela dans un esprit constructif et ne créeront pas d'obstacles ni ne tenteront de saper les progrès par des provocations ou des intrigues en coulisses. La prochaine fois à Moscou. Ce matin encore, quelques heures seulement avant la réunion de Washington, une attaque russe sur Kharkiv faisait au moins 7 morts. Alors, Vladimir Poutine a-t-il repris la main ? Face à un Donald Trump à nouveau aligné sur le maître du Kremlin, la force du nombre peut-elle faire la différence ? L'Europe peut-elle encore sauver l'Ukraine ? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Laurie Kenneton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des États-Unis. Donald Trump écoute souvent le dernier qui parle, dites-vous, en venant en nombre. Les Européens espèrent donc avoir plus d'influence, mais attention, l'effet de masse peut braquer des gens comme le vice-président Jill Evans. À votre côté, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, politologue, spécialiste des relations internationales. Votre livre, La fin de la politique des grandes puissances, est paru aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, la réunion qui se tient actuellement à la Maison-Blanche sera un test pour voir si les Européens demeurent unis face à Trump, mais aussi s'ils poussent, dites-vous, l'Ukraine à faire des concessions territoriales, ce qui serait une catastrophe. Et puis Sylvie Kaufmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste international au Monde. Votre livre, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, est paru aux éditions Stock. Selon vous, c'est un événement majeur qu'autant de dirigeants européens arrivent en même temps à Washington. Ils s'y sont imposés en quelque sorte, car ce n'est pas Trump, mais Zelensky qui les a invités. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 330 000 dans le détail, 250 000 soldats russes tués en Ukraine depuis le début de la guerre, contre 80 000 côté ukrainien. Alors ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, c'est une évaluation, car on le sait, les Russes ont tendance à minimiser les pertes, et puis les Ukrainiens, de leur côté, ne donnent très peu, voire pas du tout de chiffres. Le nombre de victimes russes, quand même, est expliqué selon l'Américain Marco Rubio, le secrétaire d'État, parce que les Russes ont juste, dit-il, plus de chair à broyer. Malgré tout, Nicolas Tenzer, est-ce que l'un des deux pays peut être épuisé par cette guerre, par ses victimes, et finir par jeter l'éponge ? Alors, tout simplement, les Russes ne jetteront jamais l'éponge, parce que Poutine, même s'il devait sacrifier 2 ou 3 millions de ses hommes, continuera à attaquer l'Ukraine, continuera à attaquer l'Europe. Pour lui, de toute manière, la vie humaine, je dirais, n'a aucun sens. Il est quand même responsable de centaines de milliers de victimes. Rappelons-nous, en Tchétchénie, en Syrie, en Ukraine même, dans certains pays d'Afrique. Donc ça n'a aucune importance pour lui. Et il n'y a pas de révolte actuellement en Russie, et il n'y en aura pas. C'est quelque chose aussi qui est malgré tout extrêmement frappant. Côté ukrainien, évidemment, la situation est beaucoup plus tendue. Mais vous savez, récemment, il y avait une députée ukrainienne qui disait « Si nous continuons à combattre, nous allons perdre des milliers des nôtres. Si nous cédons sur quoi que ce soit, nous allons en perdre des millions. » Et donc chaque fois que je suis retourné en Ukraine, j'ai vu la même détermination à combattre. Il n'est pas question de céder quoi que ce soit à Poutine. Et je crois que pour les Européens, il n'en est pas question non plus. En tout cas, ça doit être la ligne ferme qu'ils doivent défendre. Alors, Laurie Kenneton, est-ce que depuis la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump vendredi en Alaska, on peut dire que le président américain s'est aligné sur la vision russe ? Il était déjà relativement aligné, mais à temps partiel. C'est-à-dire qu'il avait montré, ce qui était assez rare, une certaine frustration, en disant des gros mots à l'égard de ce que lui raconte Poutine. Donc on s'était dit, tiens, il se rend compte qu'il se fait balader, donc il va peut-être être un peu plus actif et peut-être lui rentrer dedans et montrer qui est le patron, parce que c'est quand même le président des États-Unis, après tout. Donc c'est quand même à lui de montrer qui est le leader du monde libre, et puis c'est Trump, donc il est quand même censé montrer de la puissance. Et puis finalement, on a vu qu'il se rangeait quand même
beaucoup derrière son ami Vladimir. Et il avait l'air quand même un peu déconfit dans la petite conférence de presse qui a suivi. Il n'y a même pas eu de dîner. Et donc, ça avait l'air d'être une sorte de fiasco, donc d'alignement assez servile. Sylvie Kaufmann, cette versatilité un peu de Donald Trump, on l'a vu changer effectivement de position plusieurs fois. Et encore vendredi, il menaçait de sanctions. Et puis, quelques heures après, on a vu la limousine, le tapis rouge pour Vladimir Poutine. Quel Trump les Européens et Zelensky ont ce soir face à eux? C'est une bonne question. On va le savoir, j'espère, un peu plus tard. C'est impossible à savoir. Je crois que l'un d'entre vous disait tout à l'heure, c'est le dernier qui parle qui a raison avec lui. Vous vous souvenez, pendant le premier mandat, on disait, heureusement, il y a les adultes dans la pièce. C'est-à-dire, il y avait des gens sérieux, quelques personnages professionnels autour de lui, des anciens généraux, Jim Mattis, qui était le secrétaire à la Défense, etc., et qui étaient censés le ramener un peu à la raison, le remettre dans les rails quand il en sortait trop violemment. Et là, il n'y en a plus. Et j'ai l'impression que cette fois, c'est les Européens qui jouent le rôle des adultes dans la pièce, ou du moins qui vont essayer de défendre à la fois leurs intérêts, de soutenir bien entendu Zelensky, et d'essayer de le remettre dans le droit chemin et d'avoir affaire à un président des États-Unis qui soit un vrai président des États-Unis. Pourtant, jusqu'à présent, les images que l'on voit actuellement de la réunion, on voit quelque chose de plus apaisé tout de même, Nicolas Tenzer, que la dernière fois. Oui, c'est difficile d'être plus violent que le 28 février dernier. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, il faudra voir, effectivement, pour l'instant en tout cas, tout ce que Trump a dit avant la réunion, c'était évidemment quelque chose qui était totalement inacceptable pour l'Ukraine et qui était totalement aligné, finalement, sur les positions russes. Quand il disait, finalement, il va falloir que l'Ukraine renonce à la Crimée, il va falloir que l'Ukraine renonce à toute adhésion à l'OTAN, ce qui serait une violation, d'ailleurs, de la déclaration de Paris de 90, puisque chaque pays a le droit de choisir ses alliances, y compris, bien sûr, militaires. Tout ceci, et puis on pourrait rappeler aussi même les propos de Steve Witkoff, qui parlait justement... l'émissaire de Donald Trump. L'anti-adulte dont parlait Sylvie Kaufmann, qui disait, finalement, Poutine accepte d'inscrire dans la Constitution qu'il n'agressera plus personne. Ouais. Alors quand on sait que Poutine a violé plus de 100 traités internationaux, évidemment, c'est totalement risible. Et d'ailleurs, le vrai sujet aussi, c'est qu'on peut s'interroger sérieusement sur d'éventuelles garanties de sécurité. On va en parler de ça, bien sûr. Voilà, que les États-Unis pourraient accorder. Quand on connaît la violation du mémorandum de Budapest de 1994. Qui avait prévu, en effet, la démilitarisation de l'Ukraine, enfin, sur les armes nucléaires notamment. En attendant, 7 dirigeants européens actuellement réunis, tout à l'heure réunis à la Maison-Blanche, ça c'est du jamais vu. Est-ce qu'ils se sont imposés? Pas du tout, répond Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Je vous propose de le regarder. But you said that they're coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're not coming here tomorrow. Oh, this is such a stupid media narrative that they're coming here tomorrow because Trump is going to bully Zelensky into a bad deal. We've been working with these people for weeks on this stuff. They're coming here tomorrow because they chose to come here tomorrow. We invited them to come. We invited them to come. The president invited them to come. Sylvie Kaufmann, vous pensez quoi? Ils ont été invités, ils se sont imposés. Comment ça s'est passé pour les Européens? Quand on est bon diplomate, on arrange les choses comme ça, effectivement. Il est évident que ces leaders européens ne seraient pas venus si Trump avait dit « je ne veux pas que vous veniez », mais ce n'était pas du tout dans l'intérêt de Trump de dire « ne venez pas ». C'est impensable. Donc, mais c'est une bonne chose, je trouve. C'est effectivement sans précédent d'avoir ce groupe d'Européens qui ne correspond d'ailleurs pas à un cadre établi, qu'on connaît, institutionnel. Ce n'est pas l'Union européenne. Bien sûr, il y a la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, mais ce n'est pas des représentants de l'Union européenne en tant que tel. Il y a le secrétaire général de l'OTAN, il y a le Premier ministre britannique, c'est intéressant. Il y a le président finlandais qui joue son propre rôle à lui. Voilà. Donc c'est vraiment un groupe... intéressant, et je pense que c'est très important, cette mission. Laurie Kenton, un mot tout de même aussi sur cette vision que peut avoir Donald Trump ce soir. On le sait, sa vision de l'Europe, il n'est pas trop fan de l'Europe, mais là, il y a quand même 7 chefs d'État ou dirigeants européens. Pour lui, c'est quoi? C'est un signe de force ou de faiblesse? C'est un investissement. Il a envie que les Européens en fassent plus. Mais ça dépasse Trump. Déjà, Obama a trouvé que les Européens en faisaient pas assez, que tout le monde se reposait beaucoup trop sur les États-Unis. Donc il y a une ligne continue depuis Obama pour faire en sorte que les Européens s'occupent davantage de leur protection. Là, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vous êtes là, vous êtes partie prenante, vous allez en faire davantage. Il aime bien certains Européens, il aime bien Meloni, par exemple. Il avait une bonne relation avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Quand il était venu à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, il avait eu un très bon accueil.
il avait été très flatteur. Et quand Trump était venu au sommet de l'OTAN, il avait été très enthousiaste. Donc il peut avoir des relations en Europe avec les Européens qui sont assez positives. Donc finalement, il prépare peut-être l'avenir, une sorte de glissement vers une responsabilisation accrue des Européens. Alors vous avez parlé de Giorgia Meloni, mais on va le voir, Natacha, qu'il y a un homme dans cette délégation qui a une relation toute particulière avec Donald Trump, c'est le président finlandais, et oui, Alexander Stubb. Pourquoi d'ailleurs il fait partie de cette délégation oui, c'est vrai que sa présence comme ça peut paraître assez étonnante. La Finlande ne compte que 5,6 millions d'habitants et elle n'est que la 15e économie européenne. Mais l'atout secret d'Alexander Stubb, c'est le golf. Là, grâce à ce sport, le président finlandais est devenu très proche de Donald Trump. En mars, on les voyait ensemble sur le green de Mar-a-Lago, le fief de Trump en Floride. Depuis, il serait le nouveau meilleur ami de Trump, son new besties, et les deux hommes échangent régulièrement par téléphone. Alors, Alexander Stubb est aussi un fervent allié de l'Ukraine. Oui, alors suite à l'humiliation de Zelensky en février, c'est lui qui aurait apaisé la colère de Trump. En juillet, le président ukrainien a d'ailleurs remercié de l'avoir aidé à rétablir le lien avec les États-Unis. Stubb conseille également à Trump d'être plus dur avec Vladimir Poutine. Il faut dire que son pays, qui partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie, a choisi de sortir, de quitter de sa neutralité pour rejoindre l'OTAN en mars 2023. Sa présence dans la coalition des volontaires est donc un peu pensée comme un trait d'union entre l'Europe et les États-Unis. Sylvie Kosman, est-ce que les Européens ont tout intérêt, ont raison de prévoir des amortisseurs face justement à la personnalité éruptive de Trump, des amortisseurs qui pourraient comme ça justement l'apaiser, le mettre en confiance? Oui, bien sûr, bien sûr. Et, vous avez parlé de Meloni, c'est vrai qu'elle a, elle a à la fois cette relation, parce que politiquement, elle est proche de lui, hein, elle est quand même la première ministre d'un parti d'extrême droite. Elle a aussi une personnalité qui fait qu'elle parle facilement, elle parle anglais, etc. Donc elle a une sorte de rapport avec Trump qui marche pas trop mal. Donc Alexander Stubb, le Finlandais, il a aussi cette relation particulière. Avec le golf, c'est vrai, parce qu'ils ont passé 7 heures dans cette séance de golf. Ils ont passé 7 heures ensemble, petit déjeuner, golf, déjeuner. Donc, et pendant ce temps, Stubb lui a vraiment briefé sur la Russie, et il a une vision de la Russie qui n'est pas tout à fait celle de Trump. Donc c'était vraiment un entretien productif. C'est une séance de golf très productive. Il y a Merz qui a maintenant une Allemande, c'est bon, le chancelier Merz allemand, qui a réussi à établir aussi une assez bonne relation. Ils se téléphonent régulièrement. Je crois que Starmer, ça va aussi. Bon, c'est moins chaleureux, le Premier ministre britannique. Alors, je crois qu'avec Macron, ça a bien marché pendant longtemps et ça s'est un peu refroidi depuis le G7 du Canada et aussi, évidemment, à cause de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Il y a un problème quand même, c'est que, contrairement à Trump, les Européens ont beaucoup moins confiance dans la parole de Poutine et demandent, avec Zelensky, évidemment, l'Ukrainien, des garanties de sécurité. Nicolas Tenzer, ça peut être quoi, des garanties de sécurité? Ça peut être des Français, des soldats français au front russe demain? Vous savez, il y a deux questions dans une. C'est en cas d'agression, de réagression de la Russie. Il y a la première chose, c'est est-ce que le déploiement de forces de sécurité d'un certain nombre de pays membres de l'OTAN en Ukraine, c'est quelque chose qui suit un accord de paix ou qui se fait indépendamment d'un accord de paix ou même d'un cessez-le-feu? L'hypothèse qu'Emmanuel Macron avait évoquée le 26 février 2024, évidemment, on n'était pas du tout sur une sorte d'accord de paix quelconque ou de cessez-le-feu avec la Russie. Et puis après la présence, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est devenu, s'il y a un accord de paix, alors il va falloir déployer des forces de sécurité. C'est quand même quelque chose qui est très différent, parce que si on a un accord de paix où l'Ukraine serait amenée par la force à céder des territoires, les forces de sécurité auront un travail beaucoup plus considérable à entreprendre, parce qu'il faut savoir que ces territoires occupés, évidemment, par la Russie, ne seront pas du tout des territoires démilitarisés, il y aura des forces. On sait déjà que dans ces territoires occupés, au-delà des déportations, des assassinats, des tortures, évidemment, régulières par les Russes des populations, vous avez des enfants, des adolescents, 1,5 million, qui sont enrégimentés pour en faire des forces qui, après, seront destinées à combattre leurs frères et sœurs ukrainiens et un jour l'Europe. Bon. Donc la question des forces de sécurité, c'est, admettons qu'on les déploie. Là, hier, Emmanuel Macron a dit oui, mais elles ne sont pas là du tout pour combattre, elles sont là pour protéger. Oui, mais il y a quand même un vrai sujet.
qui est la question de la doctrine d'emploi. C'est-à-dire que si, demain, les Russes attaquent des soldats polonais, français, finlandais, etc., en Ukraine, il faut bien qu'ils aient les moyens de répondre. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas traité et dont on ne parle pas pour des raisons, d'ailleurs, qu'on comprend assez bien. Logan, ce soir, Donald Trump a dit que les États-Unis allaient s'impliquer dans la sécurité de l'Ukraine, sans parler de l'adhésion à l'OTAN, bien sûr. Mais est-ce que ça tranche pas un petit peu avec la position, justement, isolationniste de Trump, qui ne voulait pas impliquer les États-Unis, finalement, dans d'autres conflits ? Alors complètement. Il voulait surtout, mais ça, Obama était dans la même ligne. Il y avait toute cette espèce d'épuisement des guerres de Bush, et donc George Bush avec l'Irak, l'Afghanistan, et c'est une des raisons pour laquelle Obama, à son époque, n'avait pas voulu qu'il y ait la moindre intervention pour défendre la Crimée. On est en 2014, donc on est déjà dans cette matrice-là. Là, Trump était celui qui voulait arrêter toutes les guerres et faire la paix, et surtout n'envoyer absolument personne sur le terrain. Là, l'équation était assez profitable pour les États-Unis. On envoie du matériel militaire, les usines, au Texas en particulier, État rouge républicain, tournent à plein régime, l'emploi se porte très bien, et il n'y a pas un boy qui est tué au combat. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle. Mais là, l'implication américaine, ça reste un énorme point d'interrogation, parce qu'en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis avec Trump, on sait que les choses changent très rapidement. Donc, on va regarder la carte, on parlait des territoires et des concessions territoriales. Il y a une carte et des cartes qui sont très parlantes. On parlait de 2014, l'Ukraine de 2014, avant 2014, voilà. Et en 2014, c'est l'annexion de la Crimée. Ça commence comme ça. Et puis ensuite, pendant 11 ans, jusqu'à 2025, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir tous ces territoires du front Est qui passent peu à peu sous le joug russe. Est-ce que finalement, s'ils veulent arrêter la guerre aujourd'hui, Sylvie Kaufmann, les Ukrainiens peuvent-ils éviter de perdre des territoires ? Est-ce que c'est possible ? Officiellement, non. C'est très difficile pour un pays agressé de dire OK, on va pouvoir céder des territoires. Bon, en réalité, dans les conversations privées, je crois qu'il y a une conscience parmi les Ukrainiens, y compris au niveau politique, qu'à un moment donné, il faudra, si on veut vraiment la paix, il faudra non pas céder des territoires, mais reconnaître qu'ils sont occupés. Il n'est pas question d'avoir une reconnaissance juridique de la présence russe dans ces territoires occupés. Il n'est pas question de dire, voilà, c'est une annexion, c'est OK, y compris sur la Crimée d'ailleurs. La Crimée comme le Donbass, bien sûr, bien sûr. Il n'y aura pas, voilà. Mais on peut dire, OK, ils sont là. On continue à revendiquer ces territoires. Les pays occidentaux peuvent dire, pour nous, ce sont des territoires occupés. On ne reconnaît pas l'annexion, etc. Ce sont des territoires ukrainiens. Ce qui compte à ce moment-là, pour que cette situation de fait soit acceptable, c'est que l'Ukraine ait ces fameuses garanties de sécurité. Oui. Dans le reste de l'Ukraine, disons 80% du territoire, 90%, j'en sais rien, ça sera décidé dans les négociations, mais il faut que le reste, le pays, l'Ukraine, puisse être viable, être indépendant, être souverain et puisse être en capacité de dissuader la Russie de réattaquer. C'est ça qui est essentiel dans cette affaire. Mais Nicolas Tenzer, ça veut dire que, là, on a parlé des boys tout à l'heure, alors si les boys n'y vont pas, ça veut dire que demain, il peut très bien y avoir des soldats français sur le sol ukrainien, britanniques également, pour défendre l'Ukraine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui l'opinion publique et les présidents et les chefs d'État prêts à faire cette démarche ? Alors, je pense que l'opinion publique n'est pas quelque chose n'est pas un donné. C'est quelque chose aussi qui se travaille et sur lesquels les dirigeants des pays européens peuvent avoir aussi une influence. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler de la réalité de la guerre. Quand, il y a quelques semaines, le général Burkhardt, par exemple, le chef d'état-major des armées sortant, disait « Attendez, en 2030, la Russie peut attaquer un pays européen », et il disait la même chose que ses homologues ou les chefs de renseignement d'autres pays européens. Il n'est pas du tout isolé en Europe à faire ce constat. Eh bien, il met en garde, si vous voulez, vraiment les Européens, en disant « Il va falloir s'armer de manière massive ». Mais c'est là aussi où, vous savez, les propos d'Emmanuel Macron, qui étaient très justes, en juin 2022, Rosatori, où il disait il faut passer en économie de guerre, il faut que les pays européens passent en économie de guerre, je veux dire, sont un peu loin de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait des progrès considérables, et c'est très bien en matière d'armement, mais quand on a entendu le président hier, on se dit qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin et plus vite. Et c'est là où il y a un gros travail de préparation des opinions publiques. Dernier point quand même, l'Ukraine n'est pas complètement démunie non plus. Oui, bien sûr. Oui. Il ne faut pas l'oublier, plus de 50%
80% aujourd'hui des armes utilisées par les Ukrainiens sont des armes ukrainiennes. Les Ukrainiens ont mis en place, actuellement, un nouveau missile capable d'aller très loin. Ils ont produit plus de 3 millions de drones. Je veux dire, et on parlait la semaine dernière des gros succès russes, des avancées russes. Elles sont quand même extrêmement limitées, alors, en effet, malgré tout. Là, elles avancent un peu. Quand on regarde encore la carte d'aujourd'hui, on voit comme qu'il y a des fronts où ça avance. Il y a une quinzaine de kilomètres là, dans la région notamment de Donetsk, toujours dans le Donbass, cette région clé, aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes. Est-ce que, Laurie Kenton, on peut imaginer que Vladimir Poutine s'arrête là, il accepte que l'Ukraine lui laisse 20% de son territoire en disant qu'il s'est occupé par les Russes, qu'il n'y a plus de combat et qu'il s'arrête là? Il faudrait qu'il ait une raison de s'arrêter. Il faudrait qu'il ait une contrainte. Et la puissance, c'est l'exercice de la contrainte. Il faudrait que quelqu'un lui dise « tu t'arrêtes là, d'accord, je m'arrête là », parce que sinon, ça devient contre-productif pour moi. Tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu ou des choses comme ça, il continue à avancer, on le voit tous les jours, il continue à pilonner, et il est relativement peu contraint. Et donc, c'est là que quelqu'un comme Donald Trump pourrait s'avancer un petit peu comme leader du monde libre, exercer la puissance et dire « non, ça suffit ». Parce qu'il avait promis des sanctions sévères sur les partenaires économiques de la Russie. Et donc il pourrait exercer la puissance de manière directe ou indirecte et dire à Vladimir, ça suffit, on en reste là au moins. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, une chose aussi, Sylvie Kaufmann, on l'a vu, Donald Trump a refusé de sanctionner économiquement une nouvelle train de sanctions, contrairement aux Européens. Alors là, ça va faire le 19e train de sanctions. Parfois, on peut comprendre qu'on puisse se poser la question sur l'utilité à un moment de ces sanctions, parce qu'on n'a pas l'impression, on voit en effet la Russie, certes, gagner des micro-bouts de terrain, mais tout de même progresser. Donc ça veut dire que ces sanctions sont inutiles ? Alors, elles ont été moins efficaces qu'on l'avait espéré au début, ça c'est clair, hein, puisque depuis 2022, comme vous dites, on prépare le 19e paquet de sanctions, voilà. Donc ça fait beaucoup. On y est allé progressivement parce qu'au début on ne pouvait pas toucher au pétrole parce qu'on en avait besoin, il ne fallait pas que ça nous fasse du mal, etc. Donc forcément, et puis l'économie russe avait des réserves. Il y avait ce fonds souverain par exemple qui était très important et dans lequel Poutine pouvait puiser pour financer son armement, son industrie de l'armement. Certains dirigeants de l'économie russe, notamment la fameuse présidente de la Banque centrale russe, se sont très bien débrouillés. Donc, en fait, l'économie russe a survécu mieux qu'on ne l'avait pensé. Mais maintenant, je pense, d'après les chiffres, d'après toutes les études qu'on voit, qu'elle est vraiment dans un état de faiblesse qu'elle n'avait pas connu jusqu'ici. Donc, c'est vrai que là, si les États-Unis se mettaient à imposer des sanctions, notamment ces fameuses sanctions secondaires, etc., pour empêcher les revenus des hydrocarbures de continuer à financer la guerre russe, ça aurait de l'effet. Ça aurait un effet plus radical que ça n'a eu jusqu'ici, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus ce soir débattre de ce sujet sur le plateau de 28 minutes. Hein, sûr qu'on continuera à parler bien sûr de ce sujet et la guerre en Ukraine. Allez, dans un instant, avec Quentin Darmon et Marjorie Adelson, nous nous intéresserons à un autre sujet, à Barbie, oui, dont une projection du film a créé la polémique en banlieue parisienne, avant de partir en Floride pour un concours de chasse aux pitons. Et oui, alors on n'hésite pas à prendre des risques, nous, à 28 minutes. Mais avant cela, rejoignons le Spider-Man de la culture générale. Il tisse sa toile pour vous rendre plus intelligent qu'au début de l'été. Et figurez-vous que ça fonctionne très bien. Et donc, une nouvelle fois, Victor Dequiver vous le promet, ce soir, vous dînerez moins bête. Faut-il se travestir pour être utile à la nation ? La question vous paraît farfelue, et pourtant... En 1914, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, Marie Marvin, surnommée la fiancée du danger par la presse de l'époque, ne supporte pas de rester à l'arrière pendant que les hommes se battent. Cette Lorraine de 39 ans, déjà célèbre pour avoir traversé la Manche en ballon, a une idée. Elle se fait couper les cheveux, enfile un uniforme militaire et devient le soldat Beaulieu du 42e bataillon de chasseurs à pied. Pendant 47 jours, cette poilue aurait mangé de la soupe au rutabaga, dormi dans la boue, affronté l'ennemi et dans les tranchées, personne n'aurait remarqué la supercherie. Jusqu'au jour où elle porte un message au colonel d'un régiment voisin qui se trouve être son propre cousin. L'officier ne la reconnaît pas et lui offre même une pièce pour boire un verre. Marie, piquée au vif, aurait retiré son casque et lancé « Ça ne se fait pas dans la famille ». Imaginez un peu la tête du pauvre homme. Selon son biographe, la mascarade n'aurait pas duré longtemps. D'autres officiers découvrent son identité, mais le maréchal Foch, impressionné par son courage, l'aurait autorisé à rester au front en tant qu'infirmière cette fois.
Marie Marvin ne se cantonnera pas à ce rôle de garde-malade. Elle veut maintenant créer des avions-ambulances pour sauver les vies sur le champ de bataille. Un projet révolutionnaire qu'elle finance elle-même, parcourant la France pour donner des centaines de conférences. Imaginez un peu, un avion plongeant sous les tirs ennemis pour récupérer les blessés, puis filant à toute vitesse vers les hôpitaux de l'arrière. Une idée folle qui finira par s'imposer dans toutes les armées du monde. Et si certains historiens remettent en question quelques-uns de ses exploits, la ville de Nancy fait activement campagne pour son entrée au Panthéon. Dans un monde où les femmes sont invisibles, faut-il travestir un peu la réalité pour être utile à la nation? Vous avez 4 heures, et en attendant, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quivière, mais quelle régalade une nouvelle fois, on est à satiété. Allez, on les retrouve enfin, Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Et Quentin, on commence avec vous. Vous allez nous parler ce soir d'une très célèbre poupée au centre d'une polémique. Face aux menaces d'un petit groupe d'habitants, le maire de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, a préféré, début août, annuler la projection de Barbie. Les adversaires du film l'accusent entre autres de promouvoir l'homosexualité. Oui, Barbie fâche, Barbie dérange. On lui fait dire un petit peu tout et son contraire, et en même temps, elle est habituée. Depuis sa naissance en 1959, elle détonne complètement dans le monde très masculin du jouet. Alors d'abord parce que sa créatrice est une femme, mais aussi parce que cette dernière propose une rupture radicale avec la poupée traditionnelle, qui est d'habitude une mère ou un bébé. Et là, en fait, il s'agit d'une femme indépendante et comble de l'indécence, en plus avec des seins. Et elle a montré aux femmes la porte de sortie de la cuisine, selon l'autrice américaine Mary J. Lord. Alors, ne nous emballons pas trop non plus. Quelques années plus tard, une version ado est vendue avec une balance et un livre de régime intitulé « Don't eat », ne mange pas. Autrement dit, c'est l'histoire de rappeler qu'elle doit quand même se conformer aux injonctions sexistes de l'époque. Et c'est là justement tout le paradoxe de Barbie. Tantôt symbole d'émancipation, notamment quand elle devient par exemple femme d'affaires, astronaute ou même présidente des États-Unis. Tantôt ramenée à des stéréotypes féminins jugés discriminatoires, comme en 1992, lorsqu'elle explique dans sa voix que les cours de maths sont difficiles. Alors en représailles, un groupe appelé, c'est très sérieux, la Barbie Liberation Organization échange la voix de la poupée avec celle du G.I. Joe, sa version masculine et guerrière, pour ensuite les remettre en rayon. On pouvait alors trouver en magasin une Barbie qui scande haut et fort « À moi la vengeance », alors que le soldat américain, lui, se dit plutôt partant pour une virée shopping. Alors Barbie, par contre, là, est totalement réhabilitée en 2023, puisque le film, on va dire, la consacre comme une icône féministe presque, une égérie féministe. C'est ça, dans son film, Barbie sort du monde parfait de Barbieland pour se confronter au monde réel, où elle découvre des inégalités et surtout les limites imposées aux femmes par les hommes. Alors, véritable œuvre féministe engagée ou bien pub géante déguisée en satire pseudo-militante, c'est le débat de l'été 2023. Rappelez-vous, chacun choisit son camp. Alors en tout cas, c'est un triomphe. Près d'1,5 milliard de recettes au box-office. Les ventes de poupées bondissent de 20%. L'opération marketing a parfaitement fonctionné. Et Barbie, plus que jamais, réinventée. Alors Barbie est donc rentrée dans une nouvelle ère. Alors où est-ce qu'elle en est en 2025 ? Eh bien, figurez-vous que ça va pas fort. L'effet du film a fini par s'estomper. 25% de ventes de poupées en moins. Et pour ne rien arranger, Barbie a également très peur des droits de douane de Donald Trump, puisque les poupées sont fabriquées en Asie. Leur augmentation devrait provoquer une hausse des prix. Bref, Barbie ne voit donc plus vraiment la vie en rose bonbon, mais elle peut toujours se consoler en se disant qu'elle reste toujours à 66 ans, un miroir de notre époque, dans lequel chacun peut y déceler ses propres obsessions. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Marjorie, avec vous, on reste aux États-Unis, mais on va plus au sud, on va en Floride, qui fait face à une invasion de pythons birmans, dites-vous, pour lutter contre ce fléau. La Floride a donc mis en place un projet controversé, un concours pour les chasser. Oui, le python peut carrément avaler un alligator. Alors comment ? Grâce à ses mâchoires, vous voyez l'image élastique, ces mâchoires lui permettent de gober un animal qui fait jusqu'à 5 fois sa taille. Bon, alors il va mettre plusieurs mois pour digérer, mais voilà, le message est clair, ce serpent est dangereux, d'où l'idée de cette chasse. Cette année, lors du concours annuel, un record a même été atteint. Presque 300 pythons ont été capturés dans le fameux parc naturel des Everglades en Floride. La gagnante de l'édition 2025, c'est elle, Taylor Stanbury. À elle seule, elle a capturé et tué 60 pythons en 10 jours. Comment ? Eh bien, grâce à un arsenal spécifique, avec notamment un pistolet spécial d'abattage qui permet de tuer le serpent sur le coup. $50 de récompense pour un python qui fait à peu près 1 mètre. Mais plus il est gros, plus il vaut cher. La semaine dernière, la gagnante a donc empoché $10 000.
Au total, plus de 900 personnes ont participé, le tout sous l'égide de l'Agence publique de gestion de la faune et de la flore de Floride. Mais alors, ce projet était vraiment nécessaire? Eh bien, c'est un petit peu la question, parce que c'est vrai que le python, c'est l'ennemi numéro 1 de l'écosystème en Floride. Certaines espèces, par exemple, comme les renards ou les lapins, ont été éliminés par ces serpents à 95%. Voilà aussi ce qu'on a retrouvé dans leur estomac. Un husky, des chats, ça c'est pour les animaux domestiques, mais aussi des espèces protégées comme par exemple les grettes bleues ou le tantale. Bref, vous comprenez que le python n'est pas un invité difficile, il aime manger de tout. Bien sûr. Autre problème, ce serpent se reproduit très vite. Chaque femelle pond entre 50 et 100 œufs par an. La situation devient donc rapidement hors de contrôle, surtout qu'un python peut vivre facilement jusqu'à 30 ans. Alors faut-il pour autant organiser cette chasse massive ? La question se pose et les associations et certains biologistes dénoncent une méthode barbare. Officiellement, pourtant, ce concours, il a des règles strictes. La cruauté envers un serpent entraîne la disqualification immédiate du chasseur. Mais difficile, vous le comprenez, de surveiller tous les participants, car il y a des pros, comme la gagnante qu'on vient de voir, mais dans le lot, il y a aussi ceux qui voient là une occasion de connaître quelques sensations fortes, et ils y vont comme des bourrins, c'est-à-dire à la main, en essayant d'étrangler ou d'assommer le serpent, et ce pendant plusieurs minutes. D'assommer, d'accord. Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions, Marjorie? Eh bien, peut-être du côté de la mignonnerie, plutôt que de la barbarie. Il y a quelques mois, des lapins robots en peluche ont été confectionnés et lâchés dans le parc naturel. Vous les voyez. Ils sont dotés d'une caméra qui fonctionne à l'IA. L'objectif, c'est d'attirer les serpents et d'alerter un agent pour le capturer. Autre solution, encore plus ambitieuse, cette fois la génétique. Certains scientifiques suggèrent de modifier les gènes des pythons pour qu'ils ne donnent naissance qu'à des mâles, limitant ainsi la reproduction. Le projet toutefois s'envisage sur des années. Et d'ici là, bien, le python, il aura encore prospéré. Eh oui, je le crois bien. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, mes amis, à suivre sur Arte. La Palme d'Or 1984, Paris, Texas, Wim Wenders, une histoire d'amour au cœur du désert américain où les mirages ne sont pas forcément ce que l'on croit. Et oui, alors ça se rate évidemment pas, où je sais, c'est très beau. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes. Allez, tchuss.